Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Bon, c'est un peu le bazar ce soir. J'ai lancé, comment ça s'appelle ce truc-là? OBS. Et pourquoi je coupe la musique? Je peux laisser un peu de musique en fond quand même. J'ai lancé OBS, toutes mes scènes faisaient un quart de l'écran. Je sais pas ce qui s'est passé. C'est tout cassé, j'ai tout refait vite fait avant de lancer. On entend un peu la musique quand même. Donc j'ai tout fait vite fait là, faut que je revoie ça demain. Je perds mes trucs. Je vais refaire ça demain un peu plus précisément. Mais bon, disons que pour ce soir, pour le petit live, je suis monté à 2100p quand tu as changé de scène. Ah ouais? Bah écoute, je sais pas. Ouais. Et donc, ouais, voilà, cet après-midi, je me suis pas mal baladé aujourd'hui. Et cet après-midi, j'étais posé au bord d'un lac et je regardais des vidéos sur mon téléphone. Et je repensais à une question que m'avait posée d'Extrême sur le Discord, comment ça marche le remaster de film. Et je me suis dit, bah, on va commencer à attaquer. Euh, Qu'est-ce que c'est le CNC? Parce que c'est quand même beaucoup CNC qui fait de la sauvegarde de films. Euh, CNC, Centre National de la Cinématographie. Alors, il faut que je pense que j'utilise pas mon Stream Deck ce soir parce que tout a sauté. J'ai fait ça un peu à l'arrache. Et donc, ce que je vous propose, c'est qu'on commence avec une première petite vidéo qui présente le CNC. Alors, c'est une vidéo très rapide, hein, mais au moins vous verrez tous les champs d'action que peut avoir le CNC. Est-ce qu'on peut mettre en plein écran? Oui, on peut mettre en plein écran. J'ai pas allumé la lumière. C'est n'importe quoi ce live. Voilà, ce sera mieux comme ça. Donc je passe sur cette scène et force. Pourquoi ça prend celle-là? Quand je vous ai dit que ça allait pas le. Euh, Voilà. Allez, on regarde donc cette première vidéo de présentation. Donc il n'y a pas de parole, c'est une petite. J'ai récupéré ça sur le site du CNC qui travaille encore avec Dailymotion. Et pourtant ils ont une chaîne YouTube qui est très intéressante qu'on va aller voir après. Mais voilà. Donc ça c'est vraiment tous les champs d'action qu'ils peuvent avoir. Oula, oula, il y a quelque chose qui va pas là. Ch'tuk, la vidéo est très très grande. C'est pas ça? Capture de fenêtre. Voilà, c'est ça. On va y arriver, hein. Je sais pas quand, mais on va y arriver. Hop, tac. Ouais, ça déborde un peu. Je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas pourquoi, mais bon. Allez, hop. Oui, petit à petit, ce soir on va y arriver, hein, tranquillement. Tu me tues. Tu me fais du bien. Ils ont des jolis bureaux, ça m'a fait rire qu'ils mettent les bureaux du CNC comme ça. On s'est connus, on s'est reconnus, on s'est perdu de vue. Elle est chambée. Enfin, qu'il fasse ça sur un point léger et avec un chat. Non, moi, je ne suis pas embêtée une seconde. Un sujet comme ça, d'être happé. Commission d'aide à l'écriture, à la réécriture. 50 étages. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. J'ai réussi à le bloquer ça. Non, ça veut pas. Well, we made it first to like it ourselves, then Il y a hopefully. des petits lags. Ah zut. Comment ça se fait? C'est juste de la vidéo là. Il ne devrait pas y avoir de lag.
Écoute, je sais pas, moi, sur le retour que j'ai sur le téléphone, ça a l'air d'aller. Parce qu'il y a des producteurs, par exemple. Oui, effectivement, ouais. Comment ça se fait, ça? Ah, mieux? Ok. Attends, j'ai l'impression qu'il y a des petits lags quand même. L'encodeur est en surcharge. L'encodeur est en surcharge, t'es sérieux là? Y'a rien? Qu'est-ce que j'ai d'ouvert donc? Voilà, même avec les petits lags. Bah attends. Encodeur auto-surcharge, vous voyez à la baisse vos réglages vidéo, utilisez un pré-réglage d'encodage plus rapide. What? Non mais oui, alors la vidéo qui suit, on s'en fout, hein. En qualité, je peux mettre jusqu'à du 2100p? What? Mais non. Comment ça, tu peux mettre du 2100p? Bah tu m'étonnes que si j'envoie à 2100... Attends. Euh... Ah ouais, faut que je refasse tout demain là, hein. Ouais, non, bah oui, il me dit que je suis en surcharge. Comment ça se fait ce truc? La mise à jour stable, dernière version par défaut. Zina. Stream Twitch. Extension, ouais, non. Ouais, ça va pas changer. Contrôleur du débit. Qualité. Je sais pas ce qui a changé, hein. Il y a un truc qui a sauté, je sais pas quoi. Les résolutions sont identiques, 60 fps, ouais. Non mais il me dit tout le temps que je suis en... Qu'est-ce que c'est que ce délire là? Même là, comme ça, il me dit que je suis en encodage en surcharge. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Mhm. Ah non, mais j'ai l'impression qu'en plus, il n'y a rien qu'à changer. Enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi ça me fait ça? Pourquoi j'ai pu... Ah oui, parce que je suis en live, je peux pas faire l'assistant de configuration automatique. Et moi, quand je bouge, ça lag ou pas? Ah ouais, même moi, quand je bouge, ça lag. Ah ouais. Ah, c'était une bonne idée de faire un live ce soir. Eh bah, écoute, je sais pas ce qui se passe en fait. Mais ouais, je vois ça sur mon retour là sur le téléphone. Je sais pas du tout ce qui se passe. Euh,
Je sais pas, je sais pas. OBS, bah ouais, mais je sais pas, c'est la première fois que ça m'arrive, un truc comme ça. Mais déjà, en même temps, quand j'ai ouvert, j'ai pas compris pourquoi toutes mes scènes prenaient que un quart de l'écran. Il y a eu un truc et pourtant, j'ai pas eu l'impression de faire de mise à jour. Bah, j'ai essayé de redémarrer. Alors, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit? Déjà, j'ai pu le message que l'encodage est en panique complète. Alors, attendez. Normalement, ça a l'air d'aller là. Pour l'instant, tout va bien. Bon, et bien si tout va bien, on va essayer de continuer. Donc oui, voilà, on a vu sur la première vidéo que le CNC a plein de choses. Ils aident à l'exploitation, à la production, à la création. Et en particulier sur la création, il y a une deuxième petite vidéo qui va suivre, qui est l'aide au cinéma du monde. Alors je prendrai le temps pour l'aide au cinéma national. Il faut que j'aille sur le site du CNC et que je récupère des chiffres pour illustrer un peu les propos. Mais le CNC et l'Institut français travaillent main dans la main pour aider à travers le monde à la création. Et donc, on va regarder cette vidéo, on va espérer que tout continue à marcher comme il faut. Tac. Voilà. Et donc, c'était pour l'occasion des 10 ans. C'était cette année, hein, la vidéo a été publiée il y a 3 mois, on le voit ici. À l'occasion des 10 ans de la création de l'aide au cinéma du monde, ils ont fait un petit récap des films qu'ils avaient pu aider à travers le monde. On regarde ça. Tous les genres de cinéma, bien sûr. 538 projets ont pu en bénéficier. Ils ont tenu des cinéastes de 106 nationalités différentes. 265 films ont été présentés dans les cinémas en France, donc 4. Et dans les 4 plus gros, voilà, Winter Sleep qui a eu la Palme d'Or en 2014. Much Loved qui avait été, oui, Valois de Diamant. Diamond Island, Grand Prix du Festival de Cabourg. Cold War, Prix de la mise en scène du Festival 2018. Donc quand même, c'est pour... alors c'est vrai qu'ils insistent un peu beaucoup. Sélection 15 des réalisateurs 2018 pour les oiseaux de passage. Ours d'or de Berlin 2019 pour Synonyme. Film d'animation d'Annecy. La Voix d'Aïda, sélection Venise 2020, meilleur film international aux Oscars. Onoda, meilleur scénario original César 2022. Little Palestine, sélection Festival de Cannes 2021. La conspiration du Keller, prix du scénario Festival de Cannes 2022. Non, heureusement, ils nous mettent pas les 500. Mais voilà, tout ça pour dire quand même que c'est pas parce que passant sur des lives qui parlent du CNC ou des articles qui parlent du CNC, ils disent oui, c'est du financement à perdre, patati patata. Non, c'est pas du financement à perdre, puisque c'est du financement qui a permis de créer
des œuvres qui n'auraient pas pu être créées autrement. Et c'est aussi quand même des œuvres de qualité, puisqu'on voit quand même qu'il y en a qui ont remporté des palmes d'or, qui ont été présentés dans des festivals. Il y en a certains, ça a été des succès internationaux, parce que au-delà d'aider à faire le film et de le sortir en France, il y a aussi toutes les adaptations qui sont faites, tous les sous-titres qui sont faits pour comment ça s'appelle, les pays européens et mondiaux, parce que le CNC aide aussi à ça dans son travail. Donc voilà, c'est quand même pas... c'est quelque chose qui est très utile. On reviendra un peu plus sur l'aide à la création sur une prochaine émission. Là, c'est vrai que j'ai fait ça un petit peu rapidement cet après-midi pour m'excuser. J'avais prévu un live hier soir sur Minecraft, mais l'après-midi m'a un peu dépité. Je suis en train de faire la programmation du mois d'août. Et je sais pas ce qui se passe au mois d'août, il se passe rien, il n'y a plus de films. Ils sortent tous les gros films début juillet, là. En 3-4 semaines, on a Indiana Jones, on a Élémentaire, on a Rudy Lado Kraken, on a vraiment plein de choses, on ne sait plus où les mettre. Et après, c'est le vide intersidéral. Donc ça m'a mis un petit coup de mou, et aussi le fait qu'on passe en une demi-heure de 20 à 30 degrés, ça m'a achevé, donc j'avoue que je suis rentré le soir, j'avais envie de tout sauf de live. Donc voilà, je me suis dit, pour me faire pardonner, je vais faire un petit live ce soir, et puis voilà. Et donc là, on va s'intéresser au travail de sauvegarde. Alors, je sais pas dans quel sens vous voulez passer les vidéos. Je pense qu'on va commencer par le Fossoyeur qui avait été invité par le CNC. On t'en veut pas, Kappa, oui. Qui avait été invité par le CNC pour faire la visite de la direction du patrimoine cinématographique. Et ensuite, on regardera un peu plus les ateliers de restauration. Et on finira avec une dernière vidéo pour montrer quand même pourquoi c'est important de sauvegarder ce travail qui avait été fait à l'époque. Donc on attaque tout de suite avec la visite de la direction du patrimoine cinématographique par le Fossoyeur de film. Vous allez voir, les installations sont assez extraordinaires. Tac, on passe comme ça. Je me trouve actuellement à la direction du patrimoine cinématographique, un service du CNC qui a été créé en 1969. La direction du patrimoine se trouve au fort de Bois d'Arcy, tout près de Paris, et son objectif est simple. Stocker, conserver et restaurer le patrimoine cinématographique confié à l'État sous forme de collection. Ou pour résumer... Et quand même, ils ont commencé hyper tôt, 1969, sachant que le CNC, la date de création, je crois, c'est 1940 et quelques. Donc très vite, ils se sont quand même dit, faut qu'on fasse attention, faut qu'on préserve toute cette culture. Et c'est bien qu'ils aient attaqué très tôt comme ça, parce que il y a des pays où ils ont commencé à le mettre en place, mais ils ont commencé à le mettre en place il y a 5-6 ans. Donc il y a déjà toute une partie de la culture qui a été, et des créations qui ont été perdues. Et tout ça en un seul concept, être une mémoire. Forger la manière dont les générations futures se souviendront du cinéma d'hier, ses techniques, son histoire, sa manière de faire écho à son époque. Ce qui ne veut pas nécessairement dire entasser bêtement des films comme on entasserait l'Arche d'Alliance et autres facétieux artefacts dans un coin poussiéreux. Non, ici ça prend une dimension beaucoup plus active. Déjà, conserver le patrimoine cinématographique, ça implique de restaurer des films que le temps a sévèrement amochés, à l'aide de tours de passe-passe technologiques de pointe. Mais aussi, en plus de sauver les œuvres elles-mêmes, il s'agit de garder une trace du contexte dans lequel elles sont nées, ce qui est indispensable pour comprendre la portée qu'elles ont pu avoir. Oui. C'est vrai qu'avec l'expérience effectivement qu'on a acquise, nous, au niveau du cinéma, Ouais, pas de souci. et de l'importance effectivement que peuvent avoir des documents, on va dire en dehors des œuvres canoniques sacralisées par l'histoire du cinéma. Pour arriver à restituer une époque, une culture, une façon d'aller, on va dire, au cinéma, c'est important d'avoir pu conserver à la fois les avant-programmes, c'est-à-dire les actualités, les publicités, les films documentaires, pas seulement les dits grands films, bons ou mauvais, ça peu nous importe en fait.
Autre dimension importante, Et c'est vrai que c'est une dimension qui est importante aussi, c'est de sauvegarder tout ça pour essayer aussi de le remettre dans le contexte de l'époque. Parce que c'est vrai que si tu prends certaines œuvres et que tu les remets pas dans leur contexte, bah, c'est compliqué. Et c'est pour ça que sur certains films, par exemple, qui viennent du Kazakhstan et tout, on n'a pas leur contexte, on connaît pas leur façon de penser et tout. Donc on comprend pas forcément ce qu'ils veulent dire. Et plus les temps vont avancer, moins on va voir les contextes de certains films. Et c'est important, oui, que tout soit gardé, y compris les actualités. Alors c'est vrai que ça n'existe plus maintenant, mais ça permet de contextualiser tout ça. Allez, on celle continue. d'enquête, afin d'identifier certains métrages qui ont été retrouvés de manière parfois fortuite. Car oui, le dépôt d'œuvres à la direction du patrimoine peut prendre toutes sortes de formes, depuis les plus officielles, du type laboratoire ou société de production, jusqu'à celles venant d'un particulier qui a hérité de telle ou telle bobine via le cousin par alliance de la demi-sœur de son beau-frère et qui disparaît ensuite dans un nuage de fumée. Aujourd'hui, ce travail d'enquête est facilité par Internet, grâce auquel le public est mis à contribution pour la chasse aux indices. Et beauté de la chose, ça fonctionne. Enfin, la démarche de la direction du patrimoine consiste à rendre accessible, notamment aux professionnels et aux chercheurs, des films jusque-là uniquement fixés sur pellicule, et qui se situent généralement à 12 000 sur l'échelle de la confidentialité. Hop, un coup de numérisation sur ce genre de grosse bestiole, et le tour est joué. Enfin, en vrai, c'est un peu plus compliqué. Bref, ce qui ressort de tout ça, c'est un effort continuel pour conjuguer passé et présent. Et là où ça devient particulièrement intéressant, c'est quand on constate à quel point ce mélange des époques prend un aspect concret. Parce que oui, ces 20 dernières années, les technologies numériques ont émergé à grande échelle. Oui, aujourd'hui elles sont partout et structurent notre quotidien. Oui, nous sommes constamment bombardés de discours clamant que la dématérialisation totale est à portée de clic, et que la révolution numérique va nous porter vers un Nirvana 2.0 de transhumanisme BA. Oui. Mais vous savez ce que c'est, le meilleur support de conservation des films? Ça, c'est intéressant. Le plus résistant sur le long terme? La pellicule. L'argentique peut donc encore coller une petite... Ça reste la pellicule. C'est pour ça que le site de Bois d'Arcy abrite aujourd'hui près d'1 100 000 boîtes, ce qui représente environ 110 000 métrages, qui s'étalent de 1892 à aujourd'hui, tout genre et pays confondus. Les conditions de conservation, forcément, sont très strictes. Stabilité de la température à 10 degrés, boîte en plastique qui évite la condensation de l'eau, petits trous qui permettent la circulation de l'air et évitent ainsi la concentration du gaz de l'acide acétique, etc. 233 cellules contiennent plus précisément les supports nitrates, parmi lesquels une pièce rare. Un des films Lumière en 70 mm qui date de l'exposition universelle de 1900. Bonsoir, Cordy. Je vous l'accorde, ça tabasse. La direction du patrimoine cinématographique montre donc que l'argentique et le numérique, loin d'être en concurrence, sont plus que jamais complémentaires. Déjà, par le fait que même les films actuels tournés en numérique doivent produire des copies argentiques s'ils veulent survivre sur le long terme dans de bonnes conditions. Mais aussi, comme on l'a vu, par le fait que les copies argentiques doivent être numérisées dans un but d'accessibilité ou de restauration. Ainsi, parmi les 110 000 métrages entreposés, 7 410 sont déjà consultables sur borne numérique. Loin des discours technologiques simplistes, on a donc affaire à une vraie interaction. La mémoire reste, envers et contre tout, attachée à une dimension matérielle. Toutefois, si tout ça semble bien joli sur le papier, reste que dans les faits, c'est pas si simple. Un défi de taille se pose. L'idéal dans ce travail de mémoire, c'est bien sûr d'avoir un maximum d'objectivité, c'est-à-dire garder des traces de la production cinéma dans ce qu'elle a de plus diversifié, sans jugement de valeur. Mais déjà, entre les films qui ont disparu et ceux dont les copies n'ont pas encore été redécouvertes, forcément, c'est vite la marge de manœuvre. Aussi, pour les films récents tournés en numérique, produire une copie argentique coûte généralement bonbon, autour de 20 000 € pour un long métrage, ce qui a tendance à refroidir pas mal de producteurs. Et ça c'est... alors c'est bien qu'ils continuent à le faire, mais c'est vrai qu'il y a des producteurs qui le font pas. Alors, il y a certains films, heureusement, peut-être, je sais pas, l'avenir nous le dira, mais ce que je voulais dire, ça leur coûte de plus en plus cher, je lisais un article là-dessus, ça leur coûte de plus en plus cher d'imprimer justement ces copies 35 mm, puisque vu que ils en impriment de moins en moins, bah forcément le prix a explosé. À l'époque où fallait livrer toutes les salles de cinéma en 35 mm, les coûts étaient beaucoup moins élevés. C'est normal. Et surtout, si pendant longtemps le volume des films produits chaque année est resté gérable, aujourd'hui la prolifération des œuvres devient de plus en plus difficile, sinon quasi impossible à suivre. Résultat, des choix de plus en plus cornéliens doivent être faits concernant ce qui peut et ce qui doit être gardé. Et malgré toute la volonté d'objectivité, un choix, eh bien ça reste, par bien des aspects, partial et partiel. Le travail de la direction du patrimoine apparaît ainsi comme une quête sans fin, face à une mémoire fondamentalement imparfaite. Mais si cette perfection est inatteignable, on peut au moins essayer de s'en rapprocher, ici en étoffant une base de données qui, si elle ne peut pas être totalement exhaustive, permet néanmoins un regard global étonnamment précis sur ce qu'a été le cinéma. C'est aussi pour ça, par exemple, que le CNC encourage les productions de films récents à créer des copies argentiques, en proposant une aide spéciale pour les films qui ont un budget inférieur à 1 million d'euros. Parce que ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir restituer
le dispositif cinéma. Un film, c'est fait pour être vu en salle, pas sur un téléphone portable. Enfin, les films tels qu'on les fait aujourd'hui. Donc, l'idée du dépôt légal, c'est de conserver les films et de leur permettre de retrouver à un moment ou à un autre le dispositif pour lequel ils ont été fabriqués. D'autres défis se posent aujourd'hui, amplifiés par la circulation des contenus sur Internet, notamment le droit à l'oubli. Imaginons qu'un film incroyable des années 30 soit miraculeusement retrouvé, mais accompagné d'une note de son réalisateur exigeant que chaque copie soit détruite. Qu'est-ce qui est alors le plus important? L'impératif de C'est la question avec Méliès, par exemple. ou le respect de cette volonté individuelle? Il n'existe bien sûr aucune réponse toute faite, et chaque cas qui s'offre révèle de nouvelles nuances. Reste qu'au milieu de tout ça, la direction du patrimoine cinématographique continue envers et contre tout à tracer son bonhomme de chemin, montrant avant tout qu'une histoire est loin de se résumer à une ligne droite. Voilà donc pour cette deuxième vidéo. Et c'est vrai que moi j'ai appris que je savais pas que la pellicule était finalement plus fiable au niveau de la sauvegarde, enfin dans le temps que le numérique. Ça, tu vois, je savais pas du tout. Alors, Nonol, tu avais des questions. Bah, en même temps, ouais, merde, comment il s'appelle? Le fossoyeur là, de cinéma, il est intéressant, hein. La chaîne entière, il a des anecdotes, il a... Bah, écoute, vas-y, pose-les. N'hésite pas. Sur au moins sur cette première partie. Mais ouais, quand même, quand on voit là toutes ces installations, il y a quand même énormément de taf qui est fait pour sauvegarder tout ça. Et il y a un film qui va sortir au cours de l'été, on en parlera un mercredi, où je sais plus dans quel pays ça se passe, je crois que c'est au Sénégal, je sais plus, Afrique noire, je sais plus quel pays, je vais pas dire de bêtises. Et c'est un cinéaste qui a appris le cinéma à Paris et qui repart dans son pays à la recherche du premier film de son pays. Fait par oui, vraiment pas une personne de son pays, pas fait par les, les colonies. Et il en arrive à devoir aller au CNC, justement dans cet endroit-là, pour tenter de retrouver le film. Aujourd'hui, sur les films récents, est-ce qu'on continue à filmer sur de la pellicule ou c'est un autre type? Et si c'est un autre type, est-ce qu'on la conserve de la même manière? Alors tu vois, c'est ce qu'il disait. Alors, t'en as qui sont toujours tournés en pellicule. Généralement, c'est du 35 mm ou du 16. Mais c'est des réalisateurs qui ont envie Non, mais il n'y a pas de question bête. C'est des réalisateurs qui ont envie d'apporter une patte à leur image. Parce que c'est vrai que ça donne une image qui est particulière quand tu tournes en pellicule. Et autrement, la plupart des autres films, c'est tourné avec des caméras numériques. Donc c'est des disques durs. Je suppose que c'est pas les cartes mémoire que tu trouves dans le commerce, mais c'est des disques durs. Et si c'est un autre type, est-ce qu'on le conserve de la même manière? Alors tu vois, c'est ce qu'ils incitent à faire. C'est que pour une sauvegarde optimale, que les productions impriment quand même une copie 35 mm pour qu'eux puissent la garder, parce qu'ils savent qu'il y aura plus de longévité qu'un disque dur. A priori, un disque dur est plus dur à conserver qu'une copie 35 mm. Donc la pellicule reste la manière de sauvegarder les films le plus longtemps. Voilà. Et ça j'avoue que ça m'a surpris. Alors c'est vrai que les dernières copies 35 mm étaient quand même beaucoup plus stables que les toutes premières copies, qui elles se dégageaient du gaz, un peu comme dans Inglourious Basterds là. Les copies de cette époque, elles, c'était vraiment de la merde. Ça pouvait prendre feu comme rien de... voilà, tu foutais une allumette, ça te faisait un feu extraordinaire. Et en plus, avec le temps, elle se desséchait.
Ça faisait un espèce de gaz qui faisait pourrir encore plus vite la pellicule. Et alors là, pour les récupérer, celle-là, c'est pas joyeux. Ou est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas, au moins sur cette première partie. Et ensuite, on va regarder un peu plus une deuxième vidéo. Ouais, mais j'avais vu des photos comme ça. C'était sur l'exposition Méliès qu'il y avait eu à la Cinémathèque à Paris. Exposition, je vais voir si je vous retrouve des photos. Est-ce qu'on retrouve les films en entier ou que des morceaux quelquefois? Il y a des fois, ils retrouvent que des morceaux, et justement en particulier sur l'œuvre de Méliès, où il y a encore des films qui sont incomplets, parce que Georges Méliès a dézingué une bonne partie de ses œuvres lui-même. Il les a enterrées dans le fond de son jardin. Et donc, il y a des cinémas qui avaient gardé des œuvres. Attends, Bobine, si je tape Bobine cinéma très abîmé. Et donc, je sais plus, je crois que c'est Le Voyage dans la Lune. En tout, ils ont eu 5 ou 6, ils ont récupéré chez 5 ou 6 personnes des morceaux de films pour refaire en entier le Voyage dans la Lune de Georges Méliès, par exemple, tu vois. Ouais, par exemple, tu vois. Là, on en a. Je repasse comme ça. Et donc, tu vois, ça peut, quand c'est mal conservé, ça devient des trucs comme ça. Et donc là, le travail qu'ils font, déjà, rien que la première étape, c'est rien que de tout nettoyer sans abîmer l'image qui est dessous. Donc là, déjà, tu as un travail qui est énorme. Et ouais, le pire, je crois, c'est un truc comme ça, tu vois, c'est voilà, c'est le nitrate qui fait cette dégradation-là. Et même à partir de ça, ils ont récupéré des morceaux du Voyage dans la Lune, qui étaient, c'est vrai que ça pourrait ressembler à du caramel, qui étaient dans ces états-là, et ils ont réussi à, à récupérer des morceaux de film grâce à ça. Et là, je crois que là, c'est le pire, et là, je crois que tu peux plus en faire grand-chose. Je pense que même avec toute la bonne volonté du monde. Et donc, quand ils commencent à nettoyer, tu vois, ils enlèvent toutes les poussières, et il leur reste ça quand même. Et à partir de ça, ils arrivent à retravailler l'image pour faire revenir le film à son origine, quoi. Voilà. Et donc, ça va être justement le sujet de la prochaine. Et alors, en plus, il y a un problème parce que je trouve étonnant qu'ils en parlent pas. Il me semble pas qu'ils en parlent dans la deuxième vidéo, mais en plus, à l'époque, donc c'est les années 1900, tu vois, 1900 et quelques, c'est Méliès, c'est les débuts du cinéma et tout ça. Il faut savoir que le cinéma ne marchait pas du tout comme ça marche maintenant. Maintenant, un film, on l'a en location, ce qu'on appelle en location. C'est-à-dire que le distributeur nous met à disposition une copie et on fait ce qu'on appelle un partage de recettes. On partage les recettes 50-50, on garde 50% et le distributeur garde 50%. Ce qui était très différent, quelle que soit la recette, ce qui était très différent à l'époque, puisque à l'époque, les cinémas achetaient les copies et pouvaient les revendre à d'autres cinémas plus petits. Mais c'était pas forcément très intéressant de racheter une copie après un autre cinéma, puisque la copie pouvait être abîmée. Enfin voilà, il pouvait y avoir plein de choses qui faisaient que quand tu passais derrière un autre cinéma, tu recevais une copie merdique et tu pouvais rien en faire. Et donc, vu que c'était pas c'était pas simple, parce qu'en plus les bobines de l'époque étaient quand même plus fragiles, vu que c'était pas simple de les revendre,
il y a des copies entières. Au lieu d'avoir des tickets de cinéma à l'entrée, tu sais, tu arrives au cinéma, tu dis bonjour, je vais voir Flash, on me donne un ticket papier. Et ben à l'époque, parce qu'au bout d'un moment, ils en avaient à plus quoi savoir en faire, des bobines, ils prenaient un ciseau et hop, tu prenais un morceau de bobine. Donc, donc il y a des copies qui ont complètement disparu à cause de ces pratiques-là aussi. Et donc, c'est vrai que tu en as certaines, quand ils en retrouvent des morceaux, mais déjà, ne serait-ce qu'un morceau, c'est extraordinaire. Tu as, par exemple, le Starfield de Georges Méliès, je sais même pas si on a réussi à l'avoir en entier une fois. Ouais, non, tu vois, il l'annonce comme même plus existant. Et parce que, bah voilà, et ils ont commencé à retrouver, là, ils ont trouvé sur une succession, ils ont trouvé des morceaux, des bobines, je crois les 2 premières bobines de ce film. Et, et il était passé en interview sur France Inter, le mec qui a. Parce que donc c'est au cours d'une succession, les gars ont dit bon, écoutez, ça, c'est des copies de cinéma, nous on sait pas quoi en faire, on l'envoie au CNC. Et le gars qui a reçu les copies et quand il a ouvert, il a commencé à dérouler la bobine et il a vu l'étoile. Alors c'était un mythe et le mythe est vérifié à présent. Tous les débuts de bobine, il avait mis une étoile Georges Méliès et quand il a vu l'étoile, il s'est dit attends, est-ce que j'aurais eu la chance de ma vie? Et il a eu la chance de sa vie de commencer à travailler sur le Starfield de Georges Méliès. Allez, on continue. Ah bah écoute, si ça t'apprend des choses, c'est super. On continue avec... donc là, on va s'intéresser plus aux ateliers de restauration du CNC. Je vais mettre en Cet épisode de Pop écran. On passe en jeu. Noche vous est présenté par Amazon Music. Ça, c'est très drôle, ça. Gratuit pour écouter la bande-son de vos films préférés. Lien de l'offre dans la description de l'émission. Dans le cadre du festival de la bande-annonce de Bois d'Arcy, que j'ai le plaisir de programmer et de présenter sur scène depuis 5 ans déjà, nous avons obtenu un privilège rare. Entrer là où d'habitude on ne peut pas entrer, c'est-à-dire... Donc on va commencer par une représentation de ce qu'on a vu un petit peu, mais c'est plus rapide. C'est le Centre national du cinéma qui se trouve sur la commune de Bois d'Arcy et qui vient justement de fêter le 50e anniversaire de ses activités patrimoniale. Alors dans le cadre du dernier festival Béaba, nous avons choisi la bande-annonce d'un film qui a lui aussi 50 ans, c'est celui dont vous voyez l'affiche originale derrière moi, Mon oncle Benjamin, l'homme à l'habit rouge, le film d'Édouard Molinaro avec Jacques Brel, et à cette occasion, le CNC a film que je connaissais pas du tout. Restauré la bande-annonce du film. Pourtant avec Jacques Brel, je peux vous dire que je vais le chercher. De création, d'abord pour voir comment ça se passe cette affaire-là, mais surtout pour évaluer l'ampleur du travail que ça représente et pour pouvoir mieux maintenant vous offrir ce reportage inédit. Regardez. C'est marrant, ces installations très neuves au milieu d'un truc, c'est un ancien fort, quoi, en gros. Alors ici, vous vous trouvez en fait dans des magasins de conservation où on stocke les copies d'exploitation, c'est-à-dire les copies qui ont pu être distribuées en salle et que les gens ont pu voir en salle. Alors il y a à peu près... Ça tient du bunker, oui. 30 000 boîtes rentrées dans les collections du CNC. Et ça fait autour de 140 000 titres. On a un système, un plan de numérisation qui aide justement une aide particulière pour la restauration des films. Ici est essentiellement faite la restauration de choses qui sont dans les collections avec une décision suite à ce qu'on appelle la commission du patrimoine qui va décider des priorités de restauration. On va peut-être faire voilà Vincent.
une précision sur les commissions. Le CNC décide à trois principales commissions pour évaluer les films. Donc il y a la commission patrimoine qui dit si un film peut rentrer dans le cadre des films patrimoine et donc des plans de sauvegarde, comme on va voir là. Il y a un deuxième qui est sur les films qu'on va dire recherche. Alors le terme c'est recherche et découverte. C'est les films. Des fois quand je fais les présentations de films le mercredi, je vous dis celui-ci il est complètement barré. Voilà, c'est des films où vraiment on pousse la réflexion très très loin. Et on est à la limite de la philosophie, et c'est vraiment des ovnis du cinéma. Ça, on les rentre en recherche et découverte, c'est une deuxième commission. Et ensuite, la troisième commission, c'est jeune public. Alors, jeune public, ils vont défendre la création de films pour les enfants à partir de 3 ans. Hors gros Disney, Illumination et tout, pour justement proposer d'autres choses aussi aux enfants qui peuvent leur amener à faire des réflexions au travers du visionnage d'un film. Donc là, on est vraiment dans la partie patrimoine. Installez-vous. C'est là qu'on va visionner le film. On s'est décidé pour le film de Édouard Molinaro, Mon oncle Benjamin avec Jacques Brel. J'ai la bobine. C'est donc l'étape de la découverte de l'état de la pellicule. Installez la pellicule sur la table pour pouvoir la visionner. C'est vrai que quand t'es pas dans le métier, c'est des choses qui... De visionnage, tout simplement. Le CNC, quand t'es pas dans le métier, même quand t'es dans le métier, si tu t'intéresses pas à la chose, c'est pas quelque chose de simple à appréhender. Mais alors, quand t'es pas dans le métier, c'est extrêmement dur de savoir ce qui s'y passe. Fanzi, je suis sûr que là, ce qu'il fait, ça te rappelle des choses. Qui va nous permettre de constater l'état du film. Et l'ampleur du travail qu'il y aura ensuite pour le restaurer, c'est ça? Voilà, oui. Bon, on regarde alors. Tout à fait. Allez, découverte. Dans quel état est mon oncle Benjamin? Et donc on voit quand même le travail du temps. Sur le premier visionnage, on voit bien quand même le travail du temps sur la bobine, quoi. Mais moi, ce qui me frappe, c'est quand même la couleur de l'image. On a l'impression que c'est complètement orange. C'est pas d'origine, ça, hein? Non, c'est pas d'origine. Alors le problème avec la pellicule, quand elle vieillit, elle s'use et du coup l'image devient rouge. Les couleurs deviennent rouges. Et alors, ce que vous avez sur le côté, est-ce que vous voyez ma souris là? Oui, vous voyez ma souris, oui. Bah. Donc là, il y a l'image. Là, il y avait les petits carrés de chaque côté pour entraîner le film dans la machine. Et ce que vous avez là, en fait, c'était le son qui était lu par un petit rayon laser. Et donc, ouais, ça, c'était les pistes sonores, en fait. Voilà. Et oui, que de souvenirs. Alors, quand il y a autant de défauts comme ça, je pense que ça vient d'un frottement à la pellicule. Quand elle a été projetée, il y a eu un frottement dans la machine. C'est pour ça que l'image est vraiment très rayée. Et rayée, je pense, sur toute la longueur. Ouais. Donc j'arrête l'image, comme ça me permet de constater, de mieux voir les défauts qu'il y a sur la pellicule. Donc là, on voit clairement qu'il y a des grandes rayures, donc qui sont les rayures fortes, et plusieurs rayures fines. Mais c'est quasiment de l'image par image, c'est un travail de titan, ça, non? Oui, on fonctionne beaucoup par image, puisqu'il y a des défauts qu'on peut retrouver sur une seule image et pas sur les autres. Une colure ou un point de gélatine manquant, donc ça c'est des défauts qu'on constate juste. Alors ici on voit la trace du scotch. Voilà. La grande ligne horizontale. Et ça pourra s'effacer un petit peu plus tard. Tout à fait, oui. C'est ça. Et c'est des détails qu'on doit... Et alors là, quand même, ils ont une copie, on le voit, hein, qui est quand même de bonne qualité, et qui n'a pas trop... Bon, l'image, on voit bien que ça a vieilli, mais sur certaines copies, comme je vous ai montré tout à l'heure, qui sont très, très, très abîmées, ils sont obligés de refaire même les bandes sur le côté pour l'entraînement. Parce qu'il y en a, ça s'est dégradé, vraiment le plastique s'est vraiment dégradé, et donc ils ont des petits scotch qui viennent coller comme ça, qui reprend l'entraînement du film. Qu'on doit noter pour le laboratoire,
Donc là, on voit quand même que la pellicule a été très fortement dégradée. Le but, c'est de pouvoir déjà pérenniser les images en se disant on fait un transfert de support qui peut être numérique ou argentique d'ailleurs, puisqu'on incite beaucoup les gens à faire du retour sur film, le film étant le moyen le plus pérenne de conserver l'information. Voilà, qui évite tous les problèmes d'obsolescence technologique notamment. Et donc du coup, l'idée c'est effectivement de pouvoir reporter ces images pour qu'ensuite elles puissent être diffusées au plus grand nombre. Voilà. Donc là, ils prennent image par image pour pouvoir le retravailler ensuite en numérique. Mais quand même, cela, donc là, c'est en vitesse réelle. L'appareil photo, il va vite. Hein. Eux aussi puissent être visualisés. Donc là, la photo se fait à ce niveau-là. Ensuite restaurée, si besoin. Il y a environ 50 000 titres qui ont pu être sauvegardés numériquement et photochimiquement. D'accord, il reste encore beaucoup de travail alors. Oui, hein, énormément. Sur 140 000 titres. Okay. Énormément. Oui, d'accord. Alors qu'on essayait de faire ça proprement, bordel. Une fois le film scanné et converti en fichier numérique, nous faisons 2 étapes. En parallèle, l'étalonnage et la restauration numérique. Nous allons faire une première correction colorimétrique. Enlever la dominante rouge afin de retrouver les couleurs d'origine. Alors c'est un fichier qui a beaucoup de rayures et de micro-abrasions. C'est parce que c'était une bande-annonce qui a beaucoup tourné. Donc nous allons faire une première passe pour un dust automatique, pour dépister de manière automatique toutes les poussières. Et après, nous devrons faire de la palette. Et maintenant, quelle est l'étape suivante? Et ça, c'est quand même une grosse avancée. 2 agents travaillent sur ce film, l'un à l'étalonnage et l'autre à la restauration numérique. Donc le travail se fait en parallèle. Il n'y a pas d'étape suivante. En fait, nous allons aller voir la restauration numérique. Ok. Mais on voit bien que depuis quelques années, il y a une prise de conscience pour aussi restaurer les bandes annonces. Oui, absolument, parce qu'en fait, c'est un matériel très particulier dans la diffusion du film, puisque c'est des choses donc très courtes, mais qui ont été largement vues. Donc ça fait partie du patrimoine cinématographique, et il a pu nous arriver d'ailleurs de collecter des fonds uniquement de bandes annonces. J'ai pas Amazon Vidéo, Francis. Alors en parallèle, nous travaillons sur le film qui est toujours viré rouge puisque l'étalonnage est en train de se faire de l'autre côté et nous travaillons pour la première étape sur la détection de poussière automatique. Sur le logiciel Phoenix qui est un des logiciels qui a été développé pour le traitement des films d'archives. Et nous allons lancer un module de calcul qui s'appelle Dry Clean qui va nous permettre de traiter toutes ces poussières et micro-rayures. Alors, ce qui nous permet de passer de cet état, où il y a énormément de poussière, de micro-rayures, à celui-là. Et c'est quand même dingue. Première étape de travail. Et les gros défauts restants seront supprimés à la palette graphique, image par image. Gros travail de précision et de patience. Une fois le contrôle qualité fait en projection, nous faisons un DCP afin que le film... Il y avait 60 images par seconde. Hein. Vous imaginez, sur une bande-annonce qui fait 5 minutes, pour repasser tout, image par image, le temps qu'il faut pour faire les dernières retouches. C'est un truc de dingo. Ils ont une patience. Alors après, c'est vrai que Ça sera bientôt le cas. le premier filtre avance quand même largement le travail. 24 images par seconde, oui, excuse-moi. 24. 60, c'est l'informatique, effectivement. Mais même à 24 images par seconde, multiplié par 5 minutes, parce que les bandes annonces à l'époque étaient quand même vachement longues, beaucoup plus longues que maintenant, ça fait, oui, comme dit Nono, il faut de la patience. Hein. Que livré que ce soit. Pas même enfin, voilà, le rendu est extraordinaire. Redouté des grands pour son franc-parler. Le roi peut faire 20 marquis par jour, je le défie de faire un seul médecin. Pour défendre ses idées, il aurait tout risqué. C'est vrai que le fait de voir que les gens se déplacent pour aller voir des films restaurés nous donne du sens à notre mission et donne du sens à notre travail quotidien. Et beaucoup d'enthousiasme, on dirait. Et beaucoup d'enthousiasme. Merci beaucoup. Merci.
Voilà, donc ça, c'était le petit focus sur vraiment le travail de restauration. Alors, c'est vrai que par contre, il manque, ça, je chercherai peut-être pour une prochaine fois, il manque sur parce que là, on a vraiment vu le côté image avec l'étalonnage, le traitement, les premiers traitements numériques, et ensuite le fait de passer image par image pour retravailler tout ça. Il manque, euh, il manque la partie sonore, de savoir, et ça, bon, j'ai pas eu le temps de chercher, de savoir comment il restaure aussi le son, parce qu'il restaure aussi le son. Tu te retrouves avec une image magnifique et tu as un son qui est pourri, c'est dommage. Et alors celle-là, c'est plus pourquoi pourquoi ce travail est nécessaire. C'est la dernière petite vidéo que j'ai trouvée pour ce soir. C'est aussi parce que on est d'accord que c'est du travail de dingue ce qu'ils font dans ces labos, mais il faut savoir aussi que le travail de dingue que c'était à l'époque de faire par exemple un dessin animé. Et donc là, je suis tombé là-dessus et c'est vrai, enfin, on se rend plus compte maintenant avec l'informatique et tout ça. Et le travail qui a été fait sur Blanche-Neige et les 7 nains pour qu'il soit colorisé. Et donc on va regarder ça tout de suite et vous allez voir. C'est aussi pour ça que ce travail que fait le CNC est hyper important. C'est se rappeler de comment aussi, alors déjà pouvoir sauvegarder les œuvres et se rappeler de comment c'était fait et toutes les évolutions qu'il y a pu y avoir. Allez, on regarde les secrets de tournage de Blanche-Neige et les 7 nains. Hola a todos, c'est Imagineers aujourd'hui pour une nouvelle vidéo après une longue absence. Mais comme j'avais expliqué dans la première vidéo, c'est dû à mon emploi du temps qui ne me permet pas de sortir des vidéos assez régulièrement. C'est pour ça que lorsque je prévois de sortir une vidéo, en fait, je veux qu'elle soit de qualité et qu'elle apporte quelque chose au Disney Game. Et donc c'est le cas de la vidéo d'aujourd'hui. Alors à ce que je sache, vous ne trouverez nulle part, du moins en français, ce qui va suivre. C'est un court documentaire tourné au sein du Walt Disney Studio lors de la création de Blanche-Neige et les 7 nains à la fin des années 30. Il avait pour but de promouvoir le film avant sa sortie, d'après ce qu'ils disent. J'ai réussi à le retrouver, c'était pas une mince affaire, et ensuite en fait j'ai tout simplement écrit les sous-titres pour faciliter la compréhension pour ceux et celles qui maîtrisent pas parfaitement l'anglais. Donc c'est normal. Ah bah ça c'est sûr, oui. Quelques fautes qui apparaissent. En tout cas, j'espère que vous allez... Regarde, quand tu vois la sortie des studios, le monde qu'il y avait. Un petit pouce bleu et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti pour un petit voyage au Walt Disney Studio. Today in the Walt Disney Studios in Hollywood, there is coming into being something entirely new in entertainment. A motion picture called Snow White and the Seven Dwarfs. The first full-length feature animated production in cinema history. Eh oui, premier film d'animation. In the bustling studio buildings, home of Mickey Mouse, Donald Duck, and the Three Little Pigs, their creator, Walt Disney, and his staff of 600 artists have been working intensively on the first feature, which will be released in January. In his office, the guiding genius and active head of the organization, Walt Disney, takes time out for a word of greeting. When Phil Reisman was here for the RKO convention, he visited our studios, and at the time he expressed the wish that all of you could see how these pictures were made. So we have hurriedly thrown together a little film that we hope will give you some idea of the methods involved and the great amount of work involved in the production of these pictures, in the hope that it might help you in the selling of the product. Everyone has made his own movies by drawing figures in different positions on successive pages of a pad and flipping the leaves to make the figures move. This is the fundamental principle behind the making Ça a l'air simple comme ça. At the Walt Disney Studio. Le fameux, ouais. First step in the complex process is to create an interesting story. Walt Disney stories originate in the studio story department in outline form. Sketchmen are then called in to make rough drawings. Alors c'est marrant, tu vas voir le partage du travail. These drawings, after much trial and error, are tacked up on storyboards in sequence. Approximately 200 sketches. Travail de création, on va avoir que des hommes. The story then moves. Et c'est... Faut recontextualiser, hein, mais c'est vrai que c'est flagrant là. Goes into production without his approval.
For Snow White and the Seven Dwarfs, Walt is spending most of his time in spirited meetings, where every detail of the action is discussed, acted out, and analyzed. When Walt finally okays the story, it goes along to the unit animation director, who blocks it out in detail. He then consults the unit musical director, and in a series of feverish meetings, the musical score is written, played, and approved. Walt Disney qui avait quand même la main sur tout, hein. Fallait que tout passe par lui. Constantly in mind. As the music takes form, the director acts out the story to make sure the rhythm of the music fits every action. Meanwhile, other artists are taking the original rough story sketches and elaborating them into layouts. Detailed stage settings which, except for the fact that they do not move, give an exact picture in color of what the finished production will look like. Now, armed with his musical score and his layout drawings, the director sets his animators to work, the men who are actually going to breathe life and movement into the characters. Et ce travail, quand même, tu te rends compte, faire ça sur des calques, image par image. The previous action they have drawn, Bonsoir, dodo. sketch in every movement and facial expression of the characters. Their work is purely creative. On regarde les secrets de tournage de Blanche-Neige et les Sept Nains. The lovable traits that have endeared the Disney On va characters voir comment ils travaillaient à l'époque. the world over are put into them by the animators at this time. Et le travail de dingo que ça représentait de faire un film d'animation à l'époque. Although their work is highly imaginative, the animating artists do not rely too strongly on imagination. To capture a tricky movement or facial expression, they act it out before a mirror, which accounts for the remarkable fidelity to nature, which their preliminary animated drawings reveal. Et quand tu vois la vitesse où il fait ça, bah, les mecs ils faisaient que ça de leur vie, donc... Animation is completed, the pencil drawings go to the camera department, where they are photographed in sequence. Et du coup, c'est quand même assez marrant parce que maintenant, on fait exactement l'inverse. On récupère les copies, 35 mm des anciens films. On les passe dans une machine pour reprendre photo par photo, faire une photo par image, et pouvoir ensuite les retraiter pour avoir une copie restaurée. La boucle est bouclée, c'est assez marrant. Goes to the laboratory, where it is developed in negative form, and then returned to the animator, who studies it in his moviola. In this machine, the animator can run the pictures both backward and forward. The movements of the heroine of Snow White and the Seven Dwarfs are studied with particular care, for Snow White is no caricature, but a sweet, natural young girl, whose every gesture must be lifelike and graceful. Next, the rough film is run off in a studio projection room for the benefit of Walt Disney. Ah non, là, faut pas être épileptique, là. Worked on the C'est sûr. story from the beginning. As the action on the screen progresses, a stenographer records comments and suggestions. After 6 months in the case of shorts, 2 years in the case of the feature, all corrections and changes in the pencil drawings have been made, and the Donc là, on arrive au travail des femmes. Voilà. that of color. In a comfortable building of their own, well lighted and air conditioned throughout, 120 girls take the animator's pencil drawings and trace them in ink on sheets of celluloid, following exactly every line of the originals. In the studio paint laboratory, where every color is specially made up from secret formulas, Des mots de dos, des mots de tête aussi, parce que bon, là, on voit, ils travaillent quand même aussi avec des masques, parce que les couleurs sont... Mais là, ils sont à la création des couleurs, ils sont pas à l'application des couleurs. C'est pareil au niveau des yeux. Tu as vu le travail de torticolis, le travail de minutie que c'est. Enfin, c'est vraiment quand tu les vois faire, mais c'est... in a comfortable building of their own, well lighted and air conditioned throughout, 120 girls take the animator's pencil drawings and trace them Enfin, ouais, à la fin de la journée, t'es complètement cassé, quoi. exactly every line of the originals. Et
Ce qui serait intéressant, c'est de... Bon, là, je crois pas qu'ils le disent, Laboratory where every color mais c'est de savoir combien de copies comme ça elles pouvaient faire. delicate shadings for the Ah, Toy Story, tout à fait. compounded. In all, some 1,500 different shades and colors have been developed. Combien de copies elles pouvaient faire dans la journée et de colorisation elles pouvaient faire dans la journée. Turning them over. Parce que là, on voit bien, elle n'a pas de masque. Hein. Alors que pour la création de la couleur, ils mettent des masques. Must be hand-colored in this way for a single Disney short subject. Most of the charm of the Disney Technicolor productions lies in the beauty of their scenic backgrounds. These are painted in watercolor. Artists have been working for months on such backgrounds as that of the corner of the Seven Dwarfs cottage. Now comes the final stage in the production cycle. Background drawings and colored celluloids go to the master camera to be photographed in Technicolor. After the camera operator places a celluloid sheet on top of a background, he presses a foot pedal. A clamp comes down and holds the picture securely in place while the overhead camera exposes one frame of film. Là, fallait pas que tu déchires quand tu les mets sur le petit Pico, Process repeated. ton truc, pour que ce soit bien ajusté, fallait pas que tu déchires. Hein. For a silly symphony subject. Parce que je pense que tu te fais appeler Marcel par les dessinateurs. Complete the color photography of Snow White and the Seven Dwarfs, which has more than 200,000 separate drawings. Tu te rends compte la vitesse à laquelle il va? It passes into the hands of technicians who do the final checking and assembling. The soundtrack is examined for Non, c'est pas toi, c'est moi. and a chart records the position of the words, Demain matin, je vais synchronized with the lip movements of the characters. Next, Walt Disney engages a symphony orchestra to record the completed musical score. Ouais, non, mais c'est moi. Je sais pas pourquoi OBS merde aujourd'hui à triple dose. Je vais le désinstaller demain pour le réinstaller parce que je sais pas ce qui se passe. Je comprends pas. And the musicians stand by ready while the sound engineers get to work on their noise-making machine. Bonsoir Raphaël, merci pour le like. Non, mais c'est bientôt fini, ça va. Allez, il reste même pas 2 minutes. Ah, vous avez l'intention, finalement, c'est ça qui est le principal. Ouais, c'est vraiment curieux. Ouais. Je sais pas ce qui s'est passé. Today, all the production facilities of the Disney organization are concentrated on the completion of Snow White and the Seven Dwarfs, the studio's most ambitious project. Decision to make the feature was brought about originally by audience demand. Walt received innumerable letters complaining because the subjects were all too short. Snow White and the Seven Dwarfs is the answer to that demand, and in it, a blend of story, dialogue, Et c'était quand même un sacré travail. Hein. and color is being created such as has never before been attempted. Walt Disney and his staff are so enthusiastic about the feature, so sure of its success, that they are working far into the night, certain that Snow White and the Seven Dwarfs will mark a milestone in the development of the motion picture as an art. 2 ans pour les films comme Blanche-Neige. C'est 2 ans de travail. Le développement de Blanche-Neige. Donc, ah non, mais c'est incroyable le travail qui pouvait être fait. Et donc, c'est des centaines de personnes. C'est 2 ans maintenant aussi. Oui, c'est vrai. Mais ouais.
C'est vrai que finalement, c'était pas si long que ça. Après, Blanche-Neige et les 7 nains, je sais pas combien de temps il fait. 1h23, Blanche-Neige. Mais après, c'est 2 ans maintenant, mais ils sont beaucoup moins qu'à l'époque. Regarde là, t'avais rien que des centaines de femmes, rien que pour la colorisation. Oui, je sais pas ce qui se passe, ça. Je comprends pas. J'ai lancé OBS, j'ai refait toutes mes scènes rapidement parce que mes scènes faisaient plus qu'un quart de la fenêtre. On a déjà redémarré une fois. Bon, en même temps, j'avais prévu que c'était un stream court. Parce que voilà, je voulais vous montrer ces quelques vidéos. Je pense que demain, je vais tout désinstaller OBS et tout réinstaller. Et puis voilà, hein, ce sera comme ça. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu, cette petite soirée. Malgré les petits... bon, si le son, ça va déjà. Malgré les 2 à 3 FPS par moment, ce que je n'explique pas du tout. Là, j'avoue. J'avoue que je sais pas pourquoi ça fait ça. C'était très cool. Eh ben écoutez, c'est super. Je vais vous envoyer chez qui? Chez Hérétique? Je vous envoyer chez Hérétique. Comme ça, on va finir la soirée. Ça t'a fait du bien de revoir de la pellicule. Oh là là. Je sais pas pourquoi cette fenêtre ne veut plus se docker, enfin bon. Bah en tout cas, écoutez, ça fait plaisir que ça vous ait plu. Je préparerai d'autres petits lives sur le cinéma, comme ça, comment ça marche, et même l'exploitation, parce que c'est vrai que on ne sait pas forcément. En tout cas, merci à tous de votre présence. On va passer en écran de fin. Et demain, on se retrouve pour faire Stranger Things, là. Non, c'est pas Stranger Things, c'est quoi? Je sais plus. Life is Strange, pardon. Life is Strange. Ouais, mais ouais, je vais prévoir ça. Et puis on les fera peut-être du cinéma même, ces vidéos-là, ces émissions-là. On verra. Voilà, donc n'hésitez pas à suivre le raid pour aller voir Monsieur Hérétique qui fait du 7 Days to Die. Moi, je vous souhaite une bonne soirée et bah, puis demain, j'ai plus qu'à refaire mes scènes, désinstaller OBS, réinstaller OBS et refaire mes scènes parce que là, c'est un peu le bordel. Mesdames et messieurs, tchuss!